Pollution, pesticides, perturbateurs endocriniens. Ces mots-là, on les connaît tous et avouons-le, ils nous font un peu peur. Mais est-ce qu'on a vraiment conscience de leur impact sur notre santé? Et peut-on complètement prendre le contrôle de ce que nous absorbons ou est-ce un combat déjà perdu d'avance? Je suis Marine Saint-Clemente et le point commun de tout ce que je fais dans la vie, c'est la joie et le plaisir de vivre. Mais comment prendre vraiment soin de soi pour rester en forme plus longtemps? C'est la question que je vais poser tous les 15 jours à des experts de la santé, du mouvement ou de la nutrition dans votre podcast préféré, la Formule Longévité. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Joël Spirou de Vendômois, pionnier de la médecine intégrative en France et très engagé pour protéger les populations des effets toxiques des polluants. Ensemble, nous allons parler d'une nouvelle façon de soigner, plus holistique et sûrement plus durable. C'est parti. Bonjour Joël, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez pratiqué la médecine conventionnelle pendant des années, tout en ajoutant de l'acupuncture, de la médecine chinoise, de la naturopathie, etc., etc. Vous avez aussi été l'un des premiers à alerter sur les effets du glyphosate, des perturbateurs endocriniens ou des rejets toxiques des hôpitaux dans l'environnement. Moi, avant de commencer, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a conduit dans votre parcours de médecin à ce chemin vers la médecine intégrative ? Alors, c'est une grande question. En fait, j'ai un parcours tout à fait particulier parce que j'ai commencé par des études agricoles. Je suis technicien agricole et après, j'ai choisi la voie de la médecine. Déjà en agriculture à l'époque, je m'apercevais qu'il y a des choses qui me chagrinaient. J'étais très passionné par les plantes, les insectes, les animaux sauvages et je voyais déjà les effets délétères et ça remonte déjà à quelques dizaines d'années. Et quand j'ai fait médecine, mon objectif, c'était de faire de la médecine générale et d'une façon un peu particulière parce qu'en plus de mes activités, j'avais comme lobby un peu de sculpture, de marqueterie. Et je m'étais aperçu que quand on fait de la sculpture, on n'a pas une seule gouge ou un seul ciseau à bois. On en a une kyrielle devant nous et on adapte le ciseau en fonction de ce que l'on veut faire comme sculpture. Or, en médecine dite traditionnelle, eh bien, on a les médicaments et les antibiotiques, on n'a que ça. Et dès le départ, j'ai voulu diversifier mes connaissances. Donc, de la médecine chinoise avec l'acupuncture, de l'ostéopathie, tout ça, des diplômes officiels, hein, des DU de médecine classique. Hein, c'était pas des diplômes que l'on retrouve en quelques week-ends à droite ou à gauche, hein, pour essayer justement d'adapter, mes outils, c'est-à-dire les différentes thérapeutiques, aux pathologies qui se présentaient devant moi. Et alors, comment vous articuliez tout ça avec la médecine traditionnelle? Comment vous activiez ces outils? Eh bien, je les activais de façon très simple, en évaluant l'intérêt des médicaments par rapport soit à de l'ostéopathie, soit à de l'acupuncture, soit aussi simplement à de la nutrition. Hein. Je vous rappelle quand même que Hippocrate disait l'aliment, c'est ton premier médicament, donc il faut commencer par ça. Comment vos collègues percevaient votre pratique? Est-ce que vous êtes un ovni? Oui, c'était ça, tout à fait un ovni. Tout à fait un ovni. Je me suis pas fait que des amis, parce que j'étais borderline, en quelque sorte. Hein. Mais peu importe, je veux dire que c'était mon chemin et j'ai continué mon chemin. Alors, borderline par rapport à qui? Par rapport à la médecine officielle. On va plonger la tête la première dans le sujet. Aujourd'hui, quelles sont les grandes menaces environnementales, les toxiques invisibles qui pèsent sur notre quotidien? Alors, je reviendrai un peu sur votre introduction. D'abord, ce sont des mots qui font peur, mais je pars du principe que ça fait peur d'autant plus qu'on ne les connaît pas. Donc, moi, mon leitmotiv, c'est d'abord commencer à découvrir ce qui ne va pas. Après ça, comprendre les mécanismes qui expliquent pourquoi ça ne va pas et que ça peut être délétère pour la santé. Et le dernier point, c'est agir. Agir pour soi, pour sa famille, mais agir aussi pour l'environnement. Donc, vous voyez, c'est vraiment le leitmotiv de toutes mes formations, c'est découvrir, comprendre, agir. Et je pense que quand on sait les choses, eh ben, on a le choix. Par exemple, fumais-tu? Maintenant, on sait que en fumant, mais on a le droit de prendre le risque de fumer. Quelqu'un qui a envie de sauter du 5e étage, on ne peut pas l'empêcher. Oui. Mais il sait très bien qu'il va mourir en bas. Pour responsabiliser les gens d'une certaine manière. Voilà, exactement. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire la part entre les polluants connus et les polluants cachés.
Alors, Alors les polluants connus, c'est par Voilà. exemple les polluants connus. On sait par exemple que le tabac tue. On sait que les fumées de voiture, c'est péjoratif pour la santé et que ça entraîne 75 000 morts tous les ans dues à la pollution de l'air. Ça, on le sait. Donc après, une fois qu'on sait ça, eh bien, on peut se protéger dans son choix de vie, dans le lieu de l'habitation, ne pas vivre à 500 mètres d'un périphérique, etc., etc. Donc, on a des actions possibles, vous voyez. Et c'est la même chose pour l'alimentation. Et sur la partie invisible? Eh bien, sur la partie invisible, ce qu'il faut, c'est justement œuvrer à la fois au niveau sociétal pour faire en sorte que on ne nous cache plus ce qui fait mal. Et ça, c'est un vrai problème. On le voit avec les pesticides. On le voit avec les pesticides qui sont mal évalués de façon toxicologique et qui sont péjoratifs pour la santé. Et donc, eh bien, il faut aussi avoir une action sociale et politique. Et alors justement, on en reparlera un peu de cette action vraiment politique et d'un point de vue économique aussi, mais quel impact concret ça a sur notre santé? Est-ce qu'on parle de cancer? Est-ce qu'on parle d'infertilité? Ah bah écoutez, c'est simple, hein. Par exemple, avec les perturbateurs endocriniens, eh bien, les perturbateurs endocriniens, ce sont aussi des perturbateurs du système nerveux et ce sont aussi des perturbateurs du système immunitaire. Bilan de l'affaire, ce sont les 3 grands systèmes qui permettent la communication cellulaire pour maintenir notre équilibre biologique, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, vous voyez qu'on est mal parti, hein. Donc, si vous prenez, par exemple, n'importe quel perturbateur endocrinien, comme le bisphénol A, eh bien, il peut avoir un impact sur la fécondité, sur les malformations, sur les maladies neurodégénératives, sur l'immunité. Et en plus, tous ces produits-là génèrent du stress oxydatif. Hein, c'est-à-dire que le stress oxydant, vous savez que c'est particulièrement péjoratif, hein, et ça a un impact. Par exemple, tout simplement, on a des aliments qui sont riches en antioxydants. C'est plutôt ceux-là qu'il faut utiliser que ceux qui n'en ont pas. Le bisphénol A, on le retrouve dans quoi, par exemple? Dans les plastiques, en général. Hein, dans les plastiques. Et comment dirais-je, il n'est pas le seul, puisque les bisphénols, c'est une grande famille. On parle du A, du F et du S maintenant, mais ils ont au moins une quinzaine de produits différents, de bisphénols différents, et ils sont tous délétères pour la santé. Et justement, par rapport au plastique, on parle de plus en plus des nano- et microplastiques dans l'eau du robinet ou dans les bouteilles d'eau. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on boit comme eau? Eh bien, on boit de l'eau du robinet, voilà, et on essaie de filtrer au mieux, comment dirais-je, chez soi, avec les filtres à notre disposition. Pour l'instant, on n'a pas encore de filtre parfait, hein, mais c'est déjà mieux que rien de faire un effort. Bon, à l'heure actuelle, avec le Muséum d'histoire naturelle, on entame une étude justement et on va tester une dizaine de filtres pour voir quels sont les filtres les plus pertinents. D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes qui absorbent plus que d'autres? Je pense par exemple aux femmes enceintes, aux enfants. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus réceptifs aux polluants? C'est pas qu'ils soient plus réceptifs, c'est que c'est plus dangereux pour eux. On sait maintenant, par exemple, que les perturbateurs endocriniens, il n'y a rien de pire pour les femmes enceintes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ce qu'on devrait faire, on devrait faire des consultations préconceptionnelles pour apprendre aux couples comment se nourrir, comment vivre, etc., pour, pendant la grossesse, mettre le plus à l'abri possible la femme enceinte. Mais on ne le fait pas, par exemple. Hein. Mais sinon, le problème des perturbateurs endocriniens, c'est que pendant la grossesse, ils peuvent entraîner, générer des fausses couches, hypertension, hypertension, des éclampsies, tout un tas de diabète gestationnel et aussi des naissances précoces. Hein. Et après, les perturbateurs endocriniens peuvent entraîner des pathologies dans le développement des enfants une fois nés et aussi générer des pathologies pendant tout le restant de la vie et dans les générations successives. D'accord, donc pour ça, on fait une consultation alors même qu'on est dans l'idée de concevoir un enfant. Pour les autres, nos auditrices et auditeurs qui écouteraient et qui voudraient des conseils au quotidien, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger un petit peu, pour limiter notre perception de ces polluants et de ces toxiques? Déjà, sur l'alimentation, c'est simple. Hein. Je veux dire, c'est d'abord alimentation bio. Et ça, c'est sans appel. Non négociable. Alors, pourquoi? C'est non négociable. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre,
l'agriculture bio est une agriculture tout à fait écologique. Elle ne met pas d'intrants chimiques, déjà, pas d'engrais et pas d'intrants chimiques, pas de pesticides. Déjà, dans l'alimentation bio, eh bien, vous avez notablement moins de pesticides. Il peut avoir quelques traces, mais ça n'a rien de comparable avec l'alimentation non bio. Pourquoi quelques traces? Parce qu'il y a quand même l'eau qui vient du ciel qui peut amener quelques pesticides et autres produits chimiques toxiques. Hein. Donc, rien n'est parfait dans la vraie vie. Hein. Et ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, c'est que ce sont des aliments plus riches nutritionnellement. Pourquoi? Parce que les sols ne sont pas épuisés et les sols sont vivants. Vous remarquerez, quand on voit les grandes inondations, quelle est la couleur de l'eau? Eh bien, elle est jaune ou marron, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit ça? C'est que toute la terre arable s'en va avec l'eau et les sols sont pauvres. Ils sont pauvres et comme les sols sont pauvres, eh bien, ils ne peuvent pas nourrir complètement les plantes. Comme ils nourrissent mal les plantes, elles sont malades. Et donc, l'agriculture conventionnelle, eh bien, n'a qu'une solution, c'est de mettre des médicaments, entre guillemets, c'est soit les pesticides, les insecticides, etc., et les engrais pour essayer de conforter. Donc, ce qu'il faut bien se mettre dans l'esprit, c'est que le bio, c'est pas une histoire de quelques bobos du 16e. Hein. Le bio, c'est quelque chose scientifiquement plus riche nutritionnellement et pauvre en résidus toxiques. Quand on a compris ça, on mange déjà bio. Après, le deuxième point qui est fondamental en alimentation, c'est qu'on achète les matières premières et on les transforme soi-même. Eh bien, ça veut dire quoi? On achète viande bio, légumes bio, fruits bio, etc. Et on n'achète pas d'aliments tout préparés. Et on cuisine. Et on cuisine. Mais on cuisine pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on cuisine avec des ustensiles sains, c'est-à-dire inox, par exemple. Hein. Ah oui, donc là, on refait la batterie de cuisine. On refait la batterie de cuisine, on change tous les ustensiles de cuisine, plus de plastique dans la cuisine, les tupperwares et compagnie, ça n'existe plus. D'accord. Hein. Donc là, on va faire déjà une alimentation qui va être bien plus saine. En plus, cette alimentation, il faut qu'on la suive en fonction des saisons. Et pas raison de manger des fraises à Noël. Hein, et on mange en fonction des saisons. Et déjà, quand on a compris ça, tout le monde est capable de faire un progrès colossal pour sa santé. Et pour les enfants quand on en a. J'imagine que les produits de beauté, c'est aussi un gros sujet. M'en parlez pas, je fais des conférences sur les cosmétiques. Les cosmétiques, déjà, par exemple, pour les femmes enceintes, moi, toutes mes patientes, je leur disais, pas de cosmétiques pendant la grossesse. Éventuellement un peu de cosmétiques bio, mais vous êtes toutes tellement belles, même sans cosmétiques, qu'il n'y a pas besoin de ça. Soyons raisonnables, quoi. Voilà, donc pas de teinture de cheveux, pas d'ongles, enfin de vernis à ongles, pas de faux ongles, enfin j'en passe et des meilleurs, quoi. On supprime tout ça et on laisse la nature telle qu'elle est. Elle est suffisamment belle comme ça. Il faut savoir la mettre simplement avec le sourire en exergue. Alors, je vais poser une question très naïve, mais pourquoi on ne légifère pas? Est-ce que vous pensez que les institutions françaises prennent suffisamment en compte ces données qu'on a sur les perturbateurs endocriniens, les pesticides, ou pourquoi il ne se passe rien d'un point de vue étatique? Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que ça entraînerait un changement de société global. Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez qu'on a eu beaucoup de morts pendant le Covid. Hein, et en fait, quand on fait le bilan, il y a eu à peu près 175 000 morts en 3 ans du Covid en France. À l'heure actuelle, on a 195 000 morts de cancer tous les ans. 435 000 nouveaux cas de cancer tous les ans. On a fait du quoi qu'il en coûte pour le Covid, c'est-à-dire les masques, les gants, les vaccins, etc. Et je ne suis pas du tout contre les vaccins. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les produits chimiques, les polluants? Rien du tout. On ne fait pas du quoi qu'il en coûte. Faire du quoi qu'il en coûte pour les polluants, ça voudrait dire passer à l'agroécologie bio. Hein, ça voudrait dire supprimer les polluants toxiques. Regardez à l'heure actuelle ce qui se passe. On va vraisemblablement réintroduire des néonicotinoïdes qui, pour l'occasion, on peut en profiter. Hein. Ça favorise les fausses couches chez les mammifères. Il paraît que les humains sont des mammifères. Donc voilà, il faut se poser la question. Hein. Et ça, tout le monde le sait. C'est des publications bien connues. Et donc, eh bien non, on continue à polluer pour des raisons économiques. Pour vous donner une idée, parce que là, on va parler un petit peu sociétal, hein, pour vous donner une idée,
les dépenses qu'on appelle de santé en France, c'est entre 10 et 12% du PIB. Donc, des sommes colossales. Mais la santé, c'est prévention plus soins. Eh bien, la prévention ne représente que 1,6 à 1,8% des 10 ou 12%. Et là-dedans, il y a les vaccins. Donc, vous voyez, donc, en prévention, on ne fait rien. Soyons clairs. Donc, on peut en parler, ça fait bien, hein, à l'Assemblée nationale et ailleurs, mais on ne fait rien. Pourquoi ? Parce que ce serait un changement de société. Est-ce qu'on est différent par rapport à ça, vis-à-vis d'autres pays ? Par exemple, la France a peut-être l'un des meilleurs systèmes curatifs au monde. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on a mis de côté la prévention ? Par exemple, par rapport à des voisins européens, où est-ce qu'on se situe ? Je crois que par rapport aux voisins européens, dans le nord de l'Europe, on est plus à même de penser les liens entre santé et environnement. Hein. Ça, c'est évident. Donc, nous, on a un bon système de santé, mais il n'est pas si bon que ça, puisqu'il périclite à l'heure actuelle. Donc, on va être de plus en plus mal. Manque de médecins, manque d'organisation, et on n'est surtout pas préparé à ce qui nous attend, en particulier avec le réchauffement climatique. Et dans quelle mesure, j'avais envie de revenir un peu à votre pratique de médecin, dans quelle mesure l'industrie pharmaceutique influence aussi les politiques de santé ? Par exemple, vous, en tant que médecin, est-ce qu'on vous a déjà dit pourquoi vous prescrivez moins de médicaments que vos voisins ? Bien sûr, oui. On me faisait même des remarques de ce type-là. Hein. Mais c'est-à-dire que on est rentré depuis Pasteur dans un système de soins. Un agent causal, une pathologie. Donc une vision binaire du monde. Hein. Or, avec les produits chimiques, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est un agent causal, mais il est pluricausal, c'est-à-dire qu'il va vous entraîner des pathologies dans tout votre système. Le foie, le rein, le cœur, le cerveau, etc., etc. Donc, on ne s'y retrouve pas. Et on a été formatés, nous les médecins, à avoir une vision binaire du monde. Or, cette vision binaire du monde, elle est complètement contre-productive, parce que ça laisse de côté tout ce qui se passe en sourdine. Et donc, il faudrait changer aussi même la formation des médecins et du corps médical. Seulement, par exemple, à l'heure actuelle, il n'y a pas de formation princeps pour les médecins. Un médecin généraliste qui sort pour sa thèse après 9 ans d'études, n'a jamais entendu parler des pathologies environnementales, par exemple, ni des perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu d'autocensure vis-à-vis des médecins aussi sur des sujets controversés ? Finalement, on ne veut pas voir parce que ça nous arrange de ne pas voir ? Non, je ne pense pas que c'est ça. C'est une réelle méconnaissance. Moi, je les vois très bien puisque j'ai ouvert un diplôme universitaire de médecine environnementale à Henri Mondor. Eh bien, les confrères qui viennent là, c'est parce qu'ils ont une petite idée et ils se disent, mais bon, il faut peut-être qu'on se pose cette question-là sur les liens entre santé et environnement. Et ils viennent là, mais ils y connaissent strictement rien. Hein. Les jeunes doctorants, parce que je suis aussi jury de thèse pour les médecins généralistes, ils connaissent strictement rien aux perturbateurs endocriniens. Ils sont parfaitement formés pour la pharmacologie, par exemple. Hein. Mais pour ce qui est de la vraie vie, le système de soins, il est hors sol, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'il est très loin d'avoir compris et d'intégrer les problématiques liées à l'environnement et à la pollution de l'environnement. Alors, vous le disiez, vous avez été l'un des premiers à créer un diplôme de santé environnementale. Est-ce que vous, Joël, vous êtes optimiste pour la santé de demain dans tout ça, parce qu'on parle que de négatif ? Est-ce qu'il y a quand même des petites fenêtres où vous vous dites, oui, là, il y a de l'espoir ? Écoutez, c'est une vraie belle question et bonne question, mais je suis de façon systématique et tout le temps optimiste. Mais là, je mettrai un bémol quand même, parce que on voit que la politique et l'économie ne sont pas encore prêts à changer de cap. Et tant qu'on ne fera pas un vrai changement de société, on aura du mal. Parce que, je vous donne un exemple. L'adaptation, par exemple, de l'industrie aux contraintes. Vous savez qu'avant le Covid, on a beaucoup parlé des biberons en plastique au bisphénol A. Et du jour au lendemain, les mamans et les grands-mères se sont dit, on achète des biberons en verre. Maintenant, vous trouvez partout des biberons en plastique sur lesquels il y a une étiquette sans bisphénol A. Mais en fait, à l'intérieur, il y a du bisphénol F et S qui sont plus toxiques que le A. Ça s'appelle l'adaptation de l'industrie aux contraintes. Et regardez sur les pesticides à l'heure actuelle, même l'ANSES
dit on va retirer un pesticide quand on aura trouvé quelque chose pour le remplacer. Mais ce quelque chose, ce sera toujours un produit chimique. On reste toujours dans la même vision du monde. C'est qu'il va falloir trouver un médicament. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle pour les cancers. On est très heureux de voir la mise en place de cancers, de vaccins contre certains cancers, etc., etc. Mais c'est passionnant et c'est très beau puisque ça va sauver quelques personnes. Mais il vaudrait mieux supprimer les 435 000 cancers nouveaux tous les ans qui arrivent en France. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant qu'on n'anticipe pas, on sera toujours dans la même problématique d'essayer de trouver un traitement. Mais ces traitements, de toute manière, auront des impacts de pollution sur la fabrication, sur l'énergie dépensée, sur les pollutions dues aux résidus de médicaments dans les eaux, par exemple. Et donc, on avance toujours dans le même sens. Qu'est-ce qu'il faudrait, moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que le grand public comprenne la gravité de la situation? Parce que, regardez, moi j'ai préparé cette interview, je me dis que je suis un peu éduquée à ces questions-là. En attendant, je vous parle, j'ai du vernis à ongles, du maquillage, j'ai mis de la crème, probablement avec plein de perturbateurs endocriniens dedans, etc. Qu'est-ce qui fait que les gens vont se dire, non mais là c'est grave, et on s'en fiche si vous avez du vernis sur les ongles? Parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Eh bien, c'est justement ce que je vous disais en préambule, c'est qu'il faut déjà découvrir ce qui se passe. Voilà, on découvre, on comprend les mécanismes et après on choisit. Mais pour l'instant, les réseaux sociaux, etc., ils vont vous parler des nouveaux cosmétiques, des nouveaux produits, etc., etc. En fait, la force que l'on a au point de vue sociétal, c'est que avec notre porte-monnaie, on peut faire changer le monde. C'est pas avec les élections politiques, hein. Parce que vous voyez que même on s'en sort pas et on aggrave même parfois les situations. Je ne dis que ça. Mais avec notre porte-monnaie, si du jour au lendemain, les Français décidaient d'acheter que les matières premières bio et ne pas acheter, par exemple, tous les produits ultra transformés, etc., etc., on ne les retrouverait plus sur le marché. Un produit qui ne se vend pas ne se retrouve pas longtemps sur le marché. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable parce que je sais qu'on aura des commentaires en ce sens. Oui, mais le bio, ça coûte plus cher. Les cosmétiques naturels, ça coûte plus cher. Bah, écoutez, je pense qu'il y a un moment, il faut être raisonnable. Notre santé, elle coûte terriblement. Elle nous coûte à nous, au point de vue santé, même si on est bien remboursé en France, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Hein. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Mais ça a un coût en termes de souffrance aussi. Et en termes de souffrance, pas uniquement pour soi, mais aussi pour l'entourage. Regardez, augmentation des cancers du sein chez les jeunes femmes. Hein. Eh bien, quand une maman a un cancer du sein, elle est opérée, elle a de la chimio, etc., ça déstabilise complètement la cellule familiale. Les marmots ne vont pas bien. Après ça, on est obligé, si jamais on sauve la maman, ce qui est souhaitable. Après ça, les enfants vont pas bien. On dépense en psychologue, en psychothérapie, etc., etc. On ne compte pas les coûts externalisés de toutes ces pathologies. Le jour où on intégrera ça, on arrêtera de jouer, quoi. Est-ce que pour vous, en tant que médecin aujourd'hui, soigner en France, c'est un peu résister? Ça dépend comment on soigne. Si on soigne de façon, entre guillemets, traditionnelle et officielle, et qu'on ne se passe pas trop de questions, c'est-à-dire une pathologie, un médicament, ou 2 médicaments, ou 3 médicaments, on peut travailler très bien. Dès qu'on commence à se poser des questions, eh bien, on devient un petit peu différent. Et vous savez bien que les différences, c'est jamais bien vécu. Vous avez publié des travaux, vous avez dirigé des travaux scientifiques assez controversés. Ça vous a valu des problèmes? Vous voulez que je vous dise franchement les problèmes? Oui, mais franchement. On est là pour ça. Non, mais oui, bien sûr. Mais vous en fichez, moi, j'ai un caractère qui fait que, comment dirais-je, j'applique le slogan suivant: les chiens aboient, la caravane passe. J'essaie au maximum de faire, avec ce que je connais, avec ce que je sais, de faire au mieux. Alors, c'est sans doute pas parfait, et personne ne pourrait dire que on est parfait. Il y a sans doute des failles dans mes façons de penser le monde, etc. Mais j'essaie de faire au mieux, et de mieux pour moi, pour ma famille, mais aussi pour la multitude. Donc, c'est déjà pas mal. Après, on peut me contredire, mais voilà. Joël, avant de nous quitter, on va passer aux questions signatures de la formule longévité, auxquelles je vais vous demander de répondre de la manière la plus instinctive possible. Est-ce que vous êtes prêts?
Vous savez pas à quelle sauce vous allez être Ben mangé, non, mais c'est ça. justement, Alors, allons-y. si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous pouviez revivre une année de votre vie, quel âge choisiriez-vous? Ah ben, c'est une grande question. Mais, je pense que je revivrai tous les âges. Est-ce que c'est important pour vous de vivre longtemps? Vivre longtemps, oui, mais en bonne condition et en bonne santé. Et vous, quelle est votre formule longévité pour une vie aussi épanouie et sereine que possible? Eh bien, d'abord, faire attention à mon alimentation, mon rythme de vie, etc. Et puis, la famille. Et puis, essayer de continuer à transmettre ce que je sais pour améliorer un petit peu la problématique globale des liens entre santé et environnement. Merci beaucoup, Joël. Où est-ce que nos auditrices et auditeurs peuvent suivre vos travaux, peut-être, ou vos actualités, vos conférences? Bah, écoutez, je suis pas médiatique du tout. Donc, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est compliqué de temps en temps. Si, quand même, je peux vous dire que je préside le CRIGEN, Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique. Et c'est une association loi 1901 et pour laquelle on a travaillé beaucoup avec principalement sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Et ils peuvent aller sur le site déjà, juste dans ce cadre perturbateurs endocriniens, pesticides, sur le site du CRIGEN pour voir déjà un petit peu ce que l'on fait au CRIGEN avec toute l'équipe scientifique du CRIGEN. Et je pense même que vous interviewez parfois des membres du CRIGEN. Super, on mettra en description de l'épisode le lien du site internet. Merci beaucoup pour toutes ces connaissances et merci d'avoir des petites lueurs d'espoir dans ce monde un peu dramatique. À très bientôt. Eh bien, écoutez, merci, mais ces lueurs d'espoir, c'est aussi le travail que vous faites pour aller, comment dirais-je, diffuser ça de par le monde, chose que je ne sais pas faire. Je vous remercie. Merci à vous. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous aurez envie d'aller encore plus loin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à l'envoyer à vos amis, votre famille et à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Ça n'a l'air de rien pour vous, mais pour nous, ça compte beaucoup. Abonnez-vous pour en savoir plus et je vous dis à très bientôt. Ciao!